Merci de me redonner la parole. Donc, je suis Wilfried Dandou, membre de la Société civile radio, et je suis donc le modérateur pour cette première partie parce qu'on a décidé de sectionner la table ronde en deux parties. Une première partie à peu près 2 heures et une autre de 2 heures également, on fera une pause pour poursuivre. Donc après les différentes interventions, l'introduction de Mungwa, la première qui a rappelé le contexte sur le projet de Mirikou, celle de M. Bakunda qui nous a amorcé notre table ronde thématique sur l'État et les institutions, aussi celle du ministre qui nous a rappelé quelques contextes du pays. Donc on va rentrer dans le fond, dans notre table ronde. Avant de commencer, je vais fixer quelques repères. Donc, en arrivant, tous les intervenants ont reçu 3 fiches, à peu près. Donc, la première qui est celle de l'invitation. Donc, sur l'invitation, on rappelle la thématique qui est organisée dans le cadre du projet impératif d'une transition politique consensuelle et réparatrice, excluant Sassou Nguesso et son système. Donc le thème central, c'est bien sûr la table ronde sur l'État et les institutions, mais la façon dont nous avons formulé la question, sur laquelle nous allons plus ou moins construire nos réponses, c'est quel modèle politique et institutionnel pour la refondation du Congo-Brazzaville. Et pour fixer ce cadre-là, donc il y a eu M. Bakunda qui est intervenu justement pour donner quelques repères de discussion. Et vous avez également une fiche de travail qui est un peu synthétique, qui nous aidera également à rester dans le cadre de la conférence que nous organisons. Alors, qu'est-ce qui est attendu de nos échanges? C'est naturellement exprimer nos préoccupations sur les institutions et aussi mettre en face de ces préoccupations des solutions. Donc c'est, on va dire, une démarche qu'on a définie pour toutes les thématiques qui vont suivre. Parce que généralement, on pourrait avoir des gens qui vont venir avec leurs solutions, qui sont acceptables. Mais pour les experts qui vont travailler après, ou pour les personnes qui vont reprendre après le sujet, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une préoccupation peut avoir plusieurs solutions. Vous avez une solution, moi j'en ai une. Donc c'est donner à ceux qui vont reprendre dans le groupe de travail aussi des éléments pour pouvoir effectivement nous sortir les grandes orientations. Donc c'est la démarche qui est définie des tables rondes thématiques pour aller vers la session finale de synthèse. Donc, chacun va s'exprimer librement, mais l'idée, ce qui est attendu, c'est à peu près que quand on s'exprime, on va faire des propositions, mais bien généralement, ce qui serait souhaitable, qui pourrait aider, c'est de mettre en phase les problèmes que l'on souhaite voir réglés dans la société, dans la nation congolaise, et aussi sa façon de les traiter, de sorte à ce que derrière, après, quand on aura récolté les propositions de tout un chacun, que l'on puisse éventuellement déclencher des débats, ou que l'on puisse éventuellement tenter des rapprochements, faire des compromis, ce qui n'est pas possible si chacun vient en disant que moi je veux que ça.
partir d'un problème que nous tous nous avons et décliner les solutions. Voilà à peu près une approche qui est générale. Donc à la fin de la table ronde, nous avons également préparé une fiche qui peut aider éventuellement le groupe de travail à synthétiser les grandes propositions. C'est cette fiche-là que chacun pourra éventuellement remplir pour donner ou même compléter, puisque c'est écrit en bas de la fiche. Le cas échéant, développez vos propositions complémentaires au verso de la fiche. Donc si les points évoqués dans la fiche à remettre à la fin ne sont pas suffisants, chacun pourra éventuellement également donner d'autres orientations sur la fiche qui lui est transmise. Donc dernier point donc, avant de commencer, les règles d'intervention. Donc je suis le médiateur, donc je donne la parole. Et bien entendu, chaque intervenant a un temps donné. Donc dans la fiche d'invitation, nous allons parler de 10 minutes. Si vous pensez que vous n'allez pas épuiser les 10 minutes, vous faites votre proposition, elle sera notée par le secrétaire de la séance. Et si jamais vous pensez que vous avez besoin d'aller un peu plus, on verra dans quel cadre est-ce qu'on peut faire 12 minutes, 15 minutes. Mais je reprendrai la parole pour faire que chacun puisse s'exprimer derrière. Il y a ceux, naturellement, qui ont des propositions qui sont déjà plus élaborées, qui souhaiteraient peut-être avoir plus de temps. Bon, je crois que malheureusement, dans un premier temps, chacun devra d'abord se tenir à son temps de parole et ensuite, seulement, on pourra soit demander une proposition écrite pour compléter cette réflexion, soit redonner la parole lorsque on aura tous épuisé nos propositions. Donc voilà donc, le cadre qui est posé donc, pour cette discussion, qui, je le rappelle, qui est en deux parties. Donc nous allons commencer avec, pendant qu'il y ait des questions, nous allons commencer avec un premier intervenant. Donc, et en gardant la logique peut-être de la table, de la... en gardant la logique de la première table ronde où on va donner la parole à chacun, tout en restant dans le cadre qui est défini. Donc, on essaie de ne pas dépasser les 10 minutes et de faire ces propositions de façon assez claire, puisque à la base de ces propositions, on a des problèmes. Et comme ça, chacun pourra égrener les problèmes qu'il souhaite voir résoudre dans la nation congolaise et ensuite aussi proposer ses solutions de façon à ce que ça soit lisible par la suite par ceux qui nous écoutent. Et je rappelle également que cette démarche-là, elle est faite à dessein pour permettre à des compatriotes qui sont à l'extérieur, par exemple, de reprendre la séquence des sessions thématiques. Pourquoi pas? L'idée, comme le disait tout à l'heure M. Gokunda, on initie, ils mènent leur réflexion de leur côté, et ensuite, que l'on puisse, à un moment donné, agréger toutes ces réflexions, toutes ces problématiques d'abord, et ensuite les solutions qui sont proposées, pour en tirer un livre blanc qui sera proposé, qui sera mis sur la table nationale. Je m'appelle Patrick Cissé. Peut-être le nom Cissé, ça va vous paraître un peu étrange, mais je suis congolais comme tout le monde. Je suis de la famille Cissé, qui est au plateau de 15 ans. Je crois que les anciens doivent bien connaître cette famille. Et je suis le cousin aussi à Proche Diawa. On est presque tous dans la même lignée de la famille. Donc je viendrai un peu sur le sujet qui nous assemble aujourd'hui. La maman a dit quelque chose, Madame la ministre, qui est très important. Moi je crois que c'est sur ça aussi que je dois me focaliser, parce que j'ai quelque chose que j'écris depuis chez moi, et je laisserai même à la rédaction, pour voir que je crois que nous allons dans le même sens. Le Congolais est faux, est devenu plus faux encore que le mot faux que je dirais. J'aimerais bien qu'on publie bien cette vidéo à mes chers frères congolais, qu'on puisse bien comprendre les choses. Nous sommes tous faux. Mais comment on peut faire dans un pays 21 mois, il n'y a pas de salaire, on vit de quoi? De la corruption? C'est une question que je me pose. On vit de quoi?
Moi, je vais au travail, je n'ai pas de salaire, je continue à aller travailler. Ma famille, je l'ai nourrie comment? Donc le Congolais est devenu faux. Mais tant que ce faux-là, on ne va pas enlever, je vous assure, mes chers compatriotes, tous les réunions qu'on va faire, ça ne servira à rien. Le problème du Congo, ce n'est pas Sassou. C'est le Congolais lui-même. Moi, je vais vous donner un exemple qui est très simple. Regardez certains des pays qui sont en Afrique de l'Ouest. On nous dit quand même que ce sont des gens qui ne sont pas tellement intellectuels. Je vois par exemple certains des pays comme le Mali, on nous dit à deux fois 99% des analphabètes. On prend le Burkina, malgré on dit pays intégré, ce sont des gens, si tu vois, ils n'ont même pas la chance que nous, les Congolais, nous avons eue. Pour déjà bien parler français et à ne rien comprendre. Ça, c'est très dommage, mes chers frères. Les réunions, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, nous avons tous les outils. Si vous voulez vraiment que ça change au Congo, on peut le faire changer sans chanter. C'est si simple. Madame la ministre l'a soulevé encore tout à l'heure. Nous n'avons aucun média. Certes, si peut-être le Congolais aujourd'hui ne veut pas lire, mais le Congolais est toujours scotché à son téléphone. Nous pouvons faire des outils de travail. Alors, bonjour et merci de me donner la parole très rapidement. Je pensais que j'allais avoir un petit moment de réflexion encore. Je remercie ceux qui sont venus aussi soutenir donc, la démarche. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, nous sommes là tout simplement parce que déjà, nous sommes des Congolais qui voulons trouver des solutions pour le pays. Donc, j'ai décidé d'apporter ma contribution, comme je le disais dernièrement. Voilà. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on soit, rigoureux avec nous-mêmes, comme je le dis si bien. Et la forme que l'on veut de nos institutions, c'est pour que demain, les problèmes que nous avons connus depuis des années ne se reproduisent pas. Je pense que c'est l'objectif qui doit nous guider. Alors, moi je suis quelqu'un qui défend souvent, et on va dire d'une façon intransigeante, la légalité. J'ai défendu dernièrement l'idée que la légalité c'est la Constitution du 15 mars 1992, la seule qu'on puisse remettre en cause. Et je pense que le grand frère Bakunda a bien fait de dire que cette Constitution a vraiment posé problème. Donc, à partir du moment qu'on pose ce problème-là sur la table, c'est à nous de réfléchir, de nous dire où ça n'a pas marché. Parce que si on ne procède pas d'une façon méthodique, je pense que le peuple congolais qu'on veut satisfaire à travers les solutions qu'on veut trouver n'y comprendra rien. Et ne pas comprendre, c'est la porte ouverte à la pagaille, si on peut dire ça comme ça. Donc il y a des préalables. Le mien, c'est la Constitution du 15 mars 1992. Mais il y a aussi l'histoire du Congo qui doit être revue. Parce que la Constitution, c'est quand même un texte dans lequel on met aussi un état d'esprit d'une histoire. Une Constitution, ce n'est pas quelque chose qu'on prend tout simplement parce que on veut s'inspirer d'autres expériences. Nous avons la nôtre. Et donc elle doit être identifiée à travers ce texte-là. Et donc aujourd'hui, c'est à nous de prendre nos responsabilités, de le faire. Parce que nous sommes une génération qui aujourd'hui, une génération intermédiaire, c'est-à-dire entre les anciens, les années 50-60, qui vont tous partir bientôt, si on suit la démarche logique de la nature, hein, et la génération de nos enfants et nos petits-enfants qui, elles, n'ont pas été confrontés à ces conflits majeurs que le pays a vécu. Donc, si nous disparaissons avec les aînés, ça veut dire que nos enfants seront exposés à des situations qui ont déjà été vécues, mais comme elles n'ont pas été expliquées, ils vont donc revivre ces situations-là. Et donc, nous avons la responsabilité, je dis bien la responsabilité, d'agir maintenant. Nous avons cette responsabilité-là, sinon, je pense que ceux qui sont préparés à prendre la succession du pouvoir en cours feront tout
pour que ce système-là perdure. Donc, les institutions, elles sont primordiales, oui, mais dans une forme de rationalisation aussi des moyens. Donc, il ne faut pas multiplier comment dire ça, les couches de décision. Il faudra qu'on soit efficace. Et donc, c'est de regarder par rapport à l'histoire comment on a fonctionné, ce qui nous va ou va pas. Je commencerai par dire qu'il y a une évidence au moins qui doit nous animer, c'est celle de dire la constitution actuelle, de toutes les façons, il faudra la mettre à la poubelle. Moi, je n'accepterai pas que quelqu'un vienne me dire qu'il y a du bon à prendre dans cette constitution-là. Moi, en tout cas, je l'ai lu un peu quand j'étais à Brazzaville, pendant qu'on en débattait, mais franchement, si on veut être sérieux avec nous-mêmes, personne ne viendra nous dire que de cette constitution, il y a une ligne à retenir. Si on veut couper avec cette histoire de ce monsieur qui est au pouvoir, il faut montrer à ses partisans que cette constitution-là, il faut la mettre à la poubelle. Et comme on nous parle souvent de continuité de l'État, on ne peut pas arriver sans texte à la main. Donc, si on n'est pas prêt à présenter un texte qui sera soumis à la volonté populaire, c'est au moins de dire qu'il y a une constitution qui existe, qui a peut-être été remise en cause par un coup d'État, mais si on veut bien faire les choses, c'est aussi de faire constater la vacance du pouvoir de Pascal Lissouba à travers cette constitution. Donc, il nous faut avancer. Moi, je suis aujourd'hui, j'ai évolué dans ma réflexion et je pense que le système présidentiel sous toutes ses formes, pour moi, il a vécu. On n'est pas dans une démarche d'essayer pour savoir si ça peut marcher, mais je pense qu'aujourd'hui, la forme de l'État doit prendre une orientation qui, pour moi, serait une orientation de délégation de pouvoir. C'est-à-dire comment le Congolais se sentira concerné demain et dire oui, mon pouvoir, ce n'est pas seulement de prendre un bulletin de vote et de le transmettre à des élus, mais c'est comment moi-même je m'implique dans la vie collective pour apporter des solutions aux problèmes du quotidien. Donc, moi je suis aujourd'hui un défenseur d'un modèle fédéral, mais un modèle parlementaire. Et c'est un modèle parlementaire que j'appelle, moi de mes voeux, un modèle parlementaire majoritaire. Parce que je suis aussi hostile au modèle français, que je vis aussi chaque fois que je participe à des processus électoraux dans ce pays. Je déteste le système du deuxième tour, où on impose aux gens une volonté qui n'est pas la leur de voter pour quelqu'un qui n'apprécie pas. Ma propre expérience aujourd'hui, c'est de dire que dans ce pays, depuis un moment, moi je ne vote plus au deuxième tour parce que je n'y trouve pas mon compte. Donc, il y a des modèles, ils ne sont sans doute pas parfaits parce que la nature est ainsi faite, mais la volonté, c'est de dire, oui, nous sommes capables de nous appliquer à nous-mêmes des règles que nous allons respecter. Et si ces règles-là, on pense qu'elles sont bien pour l'ensemble de la nation, eh bien faisons-le. Ne soyons pas là en train de parler un français que les gens ne comprendraient pas, ou bien de vouloir toujours montrer que nous sommes les plus intelligents. Donc il y a des règles basiques, internationales, qui font valoir des droits qu'on doit accorder aux populations. Moi je pense que nous réussirons si nous avons la volonté d'apporter aux citoyens une responsabilisation à travers un système démocratique, pluraliste, tout ce qu'on veut, mais au moins qu'on ne dise pas, c'est parce que j'aurais dit quelque chose que je serais peut-être menacé de mort. Donc, système fédéral, on pourra développer, représentation parlementaire, et moi je pense que demain, dans les institutions, il faudra donc des mécanismes qui permettront aux citoyens, à la base, de dire, bon voilà, c'est parce que je peux faire confiance aux autorités que je peux m'investir dans la vie nationale. Donc, pour terminer, je vais évoquer
quelque chose qui me tient à cœur, puisqu'on en a un peu tous été victimes. Mais je dis que moi, je ne débattrai pas des questions sur le tribalisme. Je ne débattrai pas de ça parce que mon histoire personnelle me met dans des conditions où je peux comprendre que les gens sont fanatisés, pas parce qu'ils appartiennent à une tribu, mais tout simplement parce que les questions au Congo-Brazzaville dépendent surtout de la volonté politique de manipuler l'armée et la police. Donc, il faut régler le problème de l'armée et la police. Je pense que les Congolais ne se sentiront pas menacés par cette démarche de mettre au pas la police et l'armée. Donc, réglons le problème de la défense et de la sécurité, et je pense qu'on sera quand même avancé si on peut offrir des perspectives économiques aux populations. J'en ai terminé. Merci de m'accorder la parole. Je vais également évoquer les motifs qui ont fait que je vienne. C'est vrai que plusieurs fois on a assisté à des réunions, on a participé à des réunions, à des cercles de réflexion. On a des fois l'impression que c'est une espèce de travail décisif où on ne récolte absolument rien. Il faut quand même aussi à un certain moment reconnaître qu'il y a parfois certaines percées qui sont faites dans les actions menées par la diaspora. Même si pour le moment, elles ne sont pas toujours perceptibles, compte tenu du fait que le système qui est en place est un système qui n'est pas non plus facile. Mais je pense que les gens essaient de faire le mieux qu'ils peuvent faire. Entre autres raisons, ce qui m'a conduit à venir ici, c'est aussi le fait que, ça a été dit par M. Bankundam-Pélé, ce n'est pas qu'on se retrouve ici pour faire partir un régime. On n'est pas ici pour une organisation politique qui veut conquérir le pouvoir. On pourrait se dire, la conquête du pouvoir, mais comment on le gère? Nous sommes ici pour voir évidemment comment est-ce qu'une fois le système parti, par des actions que certains d'entre nous ici, dans différentes structures même, parce que ici ça n'est pas le but, et une fois de plus, ce que nous sommes en train de faire ici n'est pas exclusif d'actions concrètes qu'on peut mener pour faire partir le pouvoir. Je suis ici parce que, moi, j'aimerais projeter le Congo que je vais vivre ou qui me survivra, mais qui soit un Congo vraiment dans les meilleures conditions possibles pour les générations à venir. Donc j'espère que ceux qui sont autour de cette table partagent ce sentiment, c'est-à-dire nous y allons pas parce que, évidemment, à tout prix, on veut pour des postes, comme ce que l'on nous dit tout le temps, alors que nous sommes en train de faire notre vie ici, pour la plupart, pas toujours aussi dans la misère comme les gens l'évoquent, c'est parce que nous pensons à ceux qui sont au pays et comment on nous habite, comme disait l'autre. Donc, ceci étant dit, j'espère donc que nous ne sommes pas ici avec des impatients, plutôt je dirais avec des nostalgiques du passé ou des impatients de l'avenir. Nous sommes ici pour, comme je l'ai dit, voir comment ça pourra mieux se passer dans les années à venir. Alors, le sujet proprement dit, c'était évidemment de savoir quel genre de régime, parce qu'évidemment, les institutions aussi ont une place, jouent un rôle. Les institutions, certes, mais aussi les hommes qui sont appelés à diriger ces institutions. Donc l'homme restera bien évidemment au centre du problème. Donc comme nous voyons, les institutions du Congo, régime présidentiel, régime parlementaire, le Congo a en fait plus évidemment expérimenté le régime présidentiel, avec évidemment un président très très fort. On a évoqué le fait ici, peut-être, certains ont évoqué le fait de se passer peut-être du président, mais je pense que la réalité congolaise commande que l'on puisse quand même avoir un chef, c'est vrai, mais en ce qui me concerne, dépouillé de pas mal de prérogatives. Moi, j'opterais pour un président de la République qui aurait des prérogatives, disons, honorifiques ou même protocolaires, avec une partie une partie des prérogatives en ce qui concerne l'étranger, les affaires étrangères. Et qu'il y ait, en ce qui concerne l'organisation, on parlera, c'est vrai, de l'organisation de l'État, mais ce que a dit mon compatriote tout à l'heure, je pense qu'il faut à un moment mettre en place des institutions qui mettent le Congolais en face du pouvoir, pas en face du pouvoir. Les Congolais, je sais que c'est le terme anglais qui me revient, c'est donner le pouvoir aux Congolais de façon concrète, parce que jusque-là, évidemment, il en sera exercé par procuration, même pas du tout d'ailleurs, puisque les gens qui se commandent souvent, en fait, n'ont jamais reçu mandat aussi de ces populations. Donc, je pense que donner le pouvoir aux collectivités décentralisées, même si on ira en profondeur, les compétences, mais pas seulement, mais les moyens aussi qui vont avec. Je
crois que bien, moi je m'inscris dans ce Congo-là. Et une fois de plus, ici c'est donné comme ça des grandes lignes, mais puisque j'aimerais aussi faire partie du groupe de travail qui parlera des institutions. Je pense que dans ces groupes de travail-là, eh bien, on pourra aller plus en profondeur. Voilà ce que je tenais à dire en ce qui concerne. Voilà. Ça c'est mon temps, voilà. Je m'arrête là pour le moment. Merci beaucoup pour cette énième parole qu'on peut exprimer sur la situation qui prévaut au sein de la population au niveau de Brazzaville. J'aimerais dire deux choses. Rappeler l'histoire un peu et puis en tirer les conclusions. J'ai un petit condensé ici en 9 points, qui sont les 9 documents, qui retracent un peu notre histoire qui est liée à la France. Tout compte fait, elle n'est pas liée qu'à la France, mais elle est liée au Royaume de Belgique. Cette histoire, nous avons tous appris à l'école, on nous a parlé du traité de Makoko, entre le roi Makoko et Brazza. Mais il y avait un traité qu'on nous avait presque pas parlé, c'était le traité de Luango. Le traité de Luango, lui, celui de Brazzaville de Makoko fut signé le 3 octobre 1980, et celui de Luango, il fut signé le 12 mars 1883. 1881, et puis 1883. Après ce traité, on est allé à la Troisième République, parce que à cette époque c'était la Deuxième République en France. On est allé à la Troisième République. On est passé à la Quatrième République. Et enfin la Cinquième République. J'ai essayé de regarder l'ordinateur, plutôt le téléphone sur Google. Pour moi, c'est presque une maman, parce qu'elle a l'âge de ma tante, de mes trois mamans. La dernière a l'âge de Madame Niali Aimé. En 58, elle devrait avoir 23 ans. En 58, c'est tellement que vous avez pris part au vote de la Constitution de la Cinquième République. Ce document, j'ai le texte qu'on appelle par le texte originel. Donc le premier document, le texte qui fut voté le 28 septembre 58, qui a 24 amendements. Ce texte a 24 amendements. Elle est longue, cette histoire, qui finalement a conduit à ce que mon aîné Bélé vient d'exprimer. Faut-il un président? En Suisse, il n'y a pas de président. Sauf les 7 ministres qui ont un mandat de 4 ans, et que sur les 7 ministres, c'est chacun d'eux, il y aura 4, il n'y a que 4 qui vont diriger d'une manière annuelle. Et on ne connaît pas, si aujourd'hui on pose quel est le président, comment s'appelle le président de la Suisse, on ne saura pas. Parce qu'il n'est là que pour un an, du 1er janvier au 31 décembre. Donc le 31 janvier 2020, c'est un autre parmi les 7 qui ont un mandat de 4 ans qui va diriger. Ça, c'est dans le cadre où j'aimerais que le Congo reste ensemble, mais qu'on aille là. Si on ne va pas là, c'est pas la peine. Si on ne va pas là, c'est pas la peine. C'est la préoccupation de mon aîné Béni. C'est pas la peine. Si on ne va pas là, quand je dis c'est pas la peine, donc on va à la scission. À la scission, pourquoi? Parce que je rejoins Madame Niali Aimé qui dit qu'il nous manque le courage des mots.
j'avais assisté à... C'était la première fois que je la vois, Madame Nyayeme. C'était, je crois, le 19 avril 2009, à Brazzaville, au stade Massamba Débat, où il y avait un meeting de l'opposition. Vous vous êtes exprimé ce jour-là et vous avez expliqué pourquoi vous êtes parti du gouvernement. Il y avait vous, il y avait Ndalagra, il y avait le ministre Matingou, je pense. Pourquoi vous étiez sorti du gouvernement? C'est ce que vous avez expliqué. Quand vous avez une mission, vous voulez travailler, mais il n'y a pas de moyens. Mais entre-temps, vous étiez payé. Vous êtes payé à ne rien faire. La suite, et vous avez pris donc la décision. J'étais là au stade de la Révolution, à côté du stade de la Révolution. Le courage que... Ce n'est pas des risques, on dit, mais Robert, tu prends des risques? Non, je ne prends pas des risques. C'est le courage des mots. Parce que je ne veux pas que le sang, ni de l'homme du Nord, ni de l'homme du Sud, puisse couler parce qu'il y a un problème de président, donc de pouvoir. Il faut régler ce problème-là. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui ne veut pas régler ce problème-là, mais moi aussi, je descends d'une ethnie, d'un royaume qui a signé avec la France. Donc je suis à même moi aussi de dire que non, je ne veux plus être tué parce que il y a quelqu'un qui veut rester au pouvoir. Parce qu'après tout, mes ancêtres n'ont pas signé. Et quand mes ancêtres ont signé, ils n'ont pas signé avec toi. J'ai le droit aujourd'hui de le revendiquer parce que je descends d'un roi du royaume qui a signé le 12 mars 1883. Donc si je me fie au texte qui lie le royaume de Luango à la France, j'ai donc le droit de dire que je ne veux pas voir M. Denis Sassou Nguesso chez moi. Monsieur Poitiers-Pongou. Non, laissez-moi parler. Vous avez un temps de parole. Mais je suis à peine à 6 minutes. Là. Non, je suis à peine à 6 minutes, excusez-moi. D'accord, ok, très bien. J'ai 10 minutes. J'aurais bien voulu que vous alliez sur... Non, il faut expliquer les choses. Il faut expliquer les choses. Je suis d'accord. Il faut expliquer... Vous avez les 10 minutes, allez-y. Pourquoi on revient ici? Et pourquoi on doit demain revenir encore? Vous n'étiez pas là à la dernière rencontre qu'on a eue. Quelqu'un a dit que la transition que nous souhaitons, que nous voulons, elle est fonction de la manière où on va régler le problème, où on va arrêter la situation qui prévaut aujourd'hui. C'est de cette manière-là qu'on pourra avoir la possibilité d'imposer une transition. Mais si on va écrire un document et qu'on ne doit pas soutenir, et qu'on doit présenter je ne sais à qui de droit, je ne sais pas à qui, alors il faut que nous retenions une chose, que le problème du pouvoir, ce n'était pas le problème du président comme tel seulement, mais c'est le problème du pouvoir. Le problème du pouvoir se pose au Congo. Il est incarné dans le régime actuel par un président, par le modèle institutionnel aujourd'hui par un président, mais sinon que c'est le problème qui se pose au Congo, c'est le problème du pouvoir. Celui qui n'est pas le problème qui se pose en Suisse. La Suisse qui n'est pas une fédération, mais qui est une confédération. Il y a d'abord des fédérations, ce sont ces cantons, c'est-à-dire aujourd'hui, si on prend le Poule peut se constituer en fédération, c'est-à-dire les différentes ethnies. C'est pour ça que j'insiste sur le mot ethnie, tribu et autres. Les différentes ethnies, tribus qui existent dans le Poule s'entendent et forment une fédération. C'est ce qui existe, c'est les cantons. Et ce que je dis pour le Poule est valable pour la cuvette, est valable pour la cuvette ouest, est valable pour le Pouilou, est valable pour le Niari, est valable pour la Lekoumou. Ces différentes fédérations ont confédéré pour former aujourd'hui ce qu'on appelle par la confédération helvétique, la confédération suisse. Pourquoi ils ont fait ça? C'est pour qu'il n'y ait pas un président, pour que le pouvoir ne soit pas détenu par un individu. Donc il faut réfléchir d'abord sur ce que nous voulons, pour ne plus faire couler ou voir couler le sang des autres. C'est ça le problème. Parce que s'il n'y avait pas le problème de tuer,
Mais on n'avait même pas besoin de... Donc le problème c'est, est-ce qu'on fait comme la Suisse? Est-ce qu'on fait comme la Yougoslavie, qui a disparu aussi? Est-ce qu'on fait comme la Tchécoslovaquie? Est-ce qu'on fait comme le Soudan? Voilà. Et il y a aussi l'État d'Israël, hein, qui est aussi un modèle qu'il ne faut pas négliger. Donc les institutions que nous allons définir, pourquoi? Est-ce qu'on ne veut pas voir un président ou bien on ne veut pas que l'on puisse s'entretuer? Voilà moi ma préoccupation, c'est là. Et donc je remercie beaucoup Madame Nelly Aimé qui a parlé du courage des mots. Et oui, il faut avoir le courage des mots. Et la préoccupation relevée par l'autre là, c'est le président, mais le président qui incarne le pouvoir et qui veut s'éterniser. En Suisse, ce n'est pas de président. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Si je peux dire 2 mots. Oui, non, beaucoup de mots. Voilà. Vous avez 10 minutes. Non, Vous avez ok. 10 minutes. Vous avez 10 minutes. Vous voyez l'intervention de mon collègue de gauche, là, fait la démonstration encore, je me présente. Il y a des nouveaux... Ah d'accord. Marcel Mbete, ancien membre du Conseil supérieur de la République et réfugié politique en France. Le problème du Congo, la difficulté du problème du Congo, et ce que le frère vient de dire, c'est là toute la complexité de notre problème. Président de la République en Suisse, est-ce qu'on a la même culture que la Suisse, où ça peut fonctionner chez nous comme en Suisse? Je ne pense pas. Mais moi, je crois que je vais aller seulement droit quand on parle des institutions. La dernière fois, je vous ai dit que nous avons opté pour les partis politiques, le multipartisme. Mais regardez comment les partis fonctionnent, c'est des petites monarchies. Si le PCT est un parti de dictature, tous les autres partis, même qui sont au pouvoir, sont des partis de dictature. Vous voyez seulement les successions. Quand papa part, le fils vient. Quand papa part, le fils vient. Alors que ce n'est pas prévu. Moi, je pense, à un moment, je me disais, il y a un frère qui devait présenter un livre où il avait posé la problématique des partis. Moi, je dis que chez nous, ces problèmes-là, il faut les contrer. Mais à la fin, je vous dirai quelle est la difficulté. Nous avons le Parlement. Mais pourquoi au Congo on ne peut pas innover la constitution d'un Parlement? Nous pouvons créer un Parlement où il n'y a ni majorité ni minorité. Ça, on peut le faire. C'est Israël. C'est-à-dire que les parlementaires, ils ne vont pas défendre les problèmes posés par la Fédération PCT de Brazzaville ou la Fédération UPADES du Nord, mais il y a des gens qui viendront pour débattre les problèmes de la nation. Et dans ce cas, comment on fait? On donne 50% aux corporations du pays, on donne 35% aux partis politiques, puisqu'il faudrait qu'ils soient là, et on donne le reste à la société civile. Comme ça, nous aurons un Parlement où il n'y a ni majorité, ni minorité, et tous les gens qui... Surtout que les corporations, c'est tous ceux qui sont dans le domaine de l'enseignement à part, de la santé à part, de l'agriculture, des finances, des impôts. On indiquera comment ils vont élire leurs membres. Comme ça, on aura un Parlement qui aura 2 avantages. Sur la rédaction et les débats des problèmes du pays, il y aura suffisamment d'experts. Parce que tout ce qu'on voit aujourd'hui, comme même nous, quand nous étions au Conseil supérieur de la République avec mon frère qui est là, mais les débats sur les grandes questions de la nation étaient survolés. Mais les autres débats, c'est Yabakole Hervé à là, ça mobilisait les gens. Parce que nous, peut-être que les gens ne se souviennent pas, mais nous sommes passés dans ce pays
avec un gouvernement de 60-40, où un président élu qui est majoritaire, on lui donne 40% de ministres, et quelqu'un qui a perdu les élections, qui est l'opposition, on lui donne 60% de ministres. Mais ce sont des compromis compliqués. Mais puisque nous connaissons tout ça, parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un dit qu'il ne connaît pas comment le président Sassou fonctionne, ce n'est pas la peine de faire la politique. Même là, quand vous voyez Mbéry devenu secrétaire permanent du dialogue. Mais ce poste a été créé exprès lorsqu'on a fait voter la Constitution la dernière fois. Dans la stratégie du président, c'était déjà prévu comme ça. C'est bien qu'aujourd'hui, tous ceux qui diront non, on va dire article 250, je crois, parce que le dialogue, c'est une institution du président. C'est lui qui nomme, parce que c'est une assemblée générale. On convoque une assemblée générale, les gens vont voter, vont discuter, et la composition même de l'assemblée générale est indiquée. C'est le Parlement, c'est le gouvernement, c'est le Sénat, c'est les institutions constitutionnelles, c'est les préfets. Donc, les gestionnaires du chaos vont aller à une assemblée générale pour donner un avis sur le chaos. On peut arrêter, il faut arrêter tout ça. Mais pour arrêter tout ça, il y a une question fondamentale qu'il faut se poser. Est-ce que nous, aussi, qui raisonnons, qui voulons proposer est-ce que nous connaissons comment ça se fonctionne? Parce que si vous ne connaissez pas comment l'adversaire ou l'ennemi fonctionne, c'est des combats hasardeux qu'il ne faut pas engager. Parce que tel qu'il est parti avec son congrès, nous proposons une transition sans lui. Tel qu'il est parti avec son congrès qui va se terminer le 27 décembre. Vous verrez qu'il y aura des membres du bureau politique, des membres du comité social dans tous les districts du pays. Mais le combat de 2020-2021, ça va être compliqué. Est-ce que tel que nous prévoyons, on a les moyens nécessaires? Il faut s'assurer des moyens. Il faut s'assurer des moyens nécessaires. Je sais qu'on me dira, au Soudan, on a occupé la rue. Mais est-ce que nous avons on a des gens capables de faire occuper les rues? En Algérie, on a occupé les rues. Est-ce que nous avons des gens capables de faire occuper les rues avec tout ce qu'on a vécu? Parce que le président Sassou, lui, ne fait pas les choses par hasard. Lui, quand aujourd'hui il a donné ça à Mbéry, il sait que Mbéry va arriver au forum, on va voter une résolution, pour que le pays soit stable, il faut laisser le président continuer. C'est ça l'objectif. Mais nous disons une transition sans Sassou. Il faut s'assurer de toutes les garanties internes et externes qui peuvent nous aider à aller de l'avant. Sinon, ça sera toujours comme on fait d'habitude là, depuis la conférence nationale de 72, ce que je rappelais au ministre Martin Mbéry la dernière fois, Martin Bemba, on a fait une conférence nationale en 72. Les mots d'aujourd'hui, là, que le président, ça s'appelle anti-valeur. Mais depuis 72, sous Marine Gobert, on n'a plus que ça pendant une semaine. Corruption, impunité, oligarchie, on n'a fait que ça. Jusqu'aujourd'hui, la conférence nationale de 91, c'est le même cantique. Le Forum national pour la réconciliation et la paix, c'est le même cantique. Sauf que là-bas, au moins, on avait découvert qu'il y avait un génocide et des génocidaires. Heureusement, pour nous tous, il n'y a aucun génocidaire en prison. Donc nous fonctionnons comme ça. Le pays est tellement trop petit qu'on ne va pas arriver encore à le saucissonner. Mais les solutions, moi je veux bien, il y en a beaucoup. Nous ne disons que ça. Mais comme nous ne disons que ça, est-ce que aussi nous prenons les précautions de nous retrouver quelquefois pour faire le point de tout ce qu'on s'est déjà dit? Mais pourquoi tout ce que nous disons n'aboutit jamais? Parce qu'il y a ça aussi le problème. Les Congolais parlent beaucoup, se réunissent, ils parlent, ils disent tout. Mais la finalité, c'est que quand il faut arriver au bout, c'est fini. Tous ceux qui sont ici, là, je ne veux pas demander combien de réflexions ont participé en France ici. Si je dis plus de 50, peut-être que je suis gentil.
Mais pourquoi toutes ces rencontres-là n'aboutissent jamais? Oh non, il y a la corruption, il y a l'achat de conscience. Mais si on achète quelqu'un, moi je n'ai jamais condamné celui qui achète. Moi je condamne celui qui se fait acheter parce qu'il n'a aucun idéal. Mais celui qui achète, c'est de bonne guerre. Parce qu'il faut perturber les autres clans pour rester le seul clan. Parce que même, je ne veux pas faire l'injure à tous ceux qui sont ici, mais peut-être qu'il y aura qui auront l'invitation d'aller au dialogue de mairie et à la fin, il sera préfet ou maire d'une ville. Ce n'est pas mauvais. Mais pour faire quelle politique, pour faire appliquer quelle démarche en politique? Finissons peut-être ça, parce que je crois que la finalité de ce que nous voulons faire, ça sera publié dans un livre blanc. Bon, et puis, mais peut-être qu'on aura le temps, on n'aura même pas le temps de publier le livre blanc. Je ne sais pas en quelle année c'est prévu le livre blanc. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de publier le livre blanc. Donc, le problème, c'est un problème pratique. Nous voulons quoi? Hein? On a vu le pays, le président Sassou a fait une conférence de presse hier, je crois que c'est à Yaoundé. Bon, ce qu'il a dit, même mon grand-père qui n'a jamais été à l'école, si on traduit ce qu'il a dit là, il dira qu'il n'a pas ça. Donc, on est seulement comme ça, bon, dans la distraction, dans la diversion. Si on peut prendre... Si les frères ici ont des contacts, des relations, s'il faut compter sur les Macron et autres, je ne sais pas. Je ne suis pas mauvaise langue, mais le pays, on a trop de problèmes. Comment un pays, pendant plus de 60 ans, on ne vit que des moments dramatiques, macabres, de la tuerie. Là. On ne fait que ça. Quelle est cette culture-là qu'on ne peut pas arrêter? Et puis, ça n'a jamais été toujours comme ça. Ça arrivait à un moment. Moi, j'ai fait l'école coloniale. Mais nous, quand je partais au CPR, le premier jour qu'on partait au CPR, j'avais un pagne que ma tante m'avait donné. Mais le blanc nous distribuait les cahiers, les porte-plumes, l'encre, les ficelles, les buvards, gratuitement. Mais pourquoi aujourd'hui, où il y a maintenant du pétrole, il n'y a rien? Ce n'est même pas une affaire. Quand on parle de ces choses-là, il ne faut pas faire allusion au nord, au sud, non. Ça, c'est de la diversion aussi. Parce que, mais comment? Vous n'allez pas dire que les Mvouba, les Mungani, les Télo, les Paka Honoré, ils ne bouffent pas. C'est des systèmes où il faut maintenant créer un système pour stopper les bouffeurs. Mais le combat est rude. C'est pas parce qu'ils ne vont pas se laisser comme ça. Alors, comment il faut s'accrocher, il faut rechercher les partenaires capables de nous soutenir. J'ai vu un aventurier, il s'appelle Fall. Il est passé à la télé. Il paraît que c'est le représentant des Nations Unies en Afrique centrale. Il appelle les gens d'aller au dialogue. Mais est-ce que c'est ton problème? Toi, on va là pour ça. Donc, on vit sur le monde d'aventure comme ça. En fait, on verra dans les commissions ce qu'on pourra proposer, mais réfléchissons sur pourquoi chaque fois que nous nous préparons, nous réfléchissons sur le pouvoir de Brazzaville, ça n'aboutit jamais. Merci Wilfried et bonjour à tous. Donc Jean-Cyriac Vadela, un citoyen engagé. Voilà. Donc comme vous l'a dit Wilfried, j'ai préféré mettre les idées sur un support, donc un PowerPoint. Mais rassurez-vous, ça ira très vite, parce que j'ai essayé de mettre les grandes idées. Je pense que dans la suite du travail, il y aura des groupes de travail qui vont se former, et là, je pourrai aller en profondeur dans ce que je pense pour mon pays, que j'aime bien. Ok. Donc, le nouveau modèle qu'on pourrait penser, puisque je me mets déjà, en fait, allez, on va dire, dans un contexte de transition. On se met déjà dans ce contexte-là. Et donc, je pense que la présidence tournante et honorifique, très rapidement, j'expliquerai, serait très bien pour le pays. Pour ce qui concerne le pouvoir exécutif, un Premier ministre non pas nommé, mais élu par les députés eux-mêmes serait une bonne chose. Sur le pouvoir législatif, merci Madame Niali. J'étais très content de savoir que vous avez émis effectivement cette idée de suppression du Sénat. Rassurez-vous que
je pense comme vous. Voilà. Le Sénat, je pense qu'on peut le supprimer pour faire des économies et financer des politiques publiques comme l'assurance maladie. Alors, nouvelle représentation de l'Assemblée. Dans les slides qui vont suivre, je vais expliquer en quoi cela consiste. Et une atténuation de l'immunité parlementaire. Bon, je pense que plus tard, le doyen Bakunda Pélé ou les juristes qui sont autour pourront très bien commenter cela. Réforme électorale. Alors là, il y a une petite nouveauté. On pourrait créer 3 grands collèges électoraux. Ça, c'est vraiment les grandes idées que j'aimais. Après, dans les slides, je pourrais très rapidement aussi dire en quoi cela pourrait consister. Bon, un conseil constitutionnel, effectivement, mais dont le président ne sera pas nommé selon les règles qu'on applique habituellement, mais il sera élu. Voilà, c'est une idée qu'on lance comme ça. Et au final, une autorité nationale de prévention et d'intégrité du service public. Donc tout cela pour essayer de voir un peu, comment dirais-je, toutes les inégalités qu'il y a au niveau de la sphère publique. Alors, présidence tournante. L'objectif, atténuer la fracture démographique entre la partie nord et la partie sud. En clair, je pense que même quand on était au collège, au lycée et même à l'université, nous avions nos amis, nos parents et tout qui disaient toujours oui, mais bon, tant qu'on ira au suffrage universel direct, le sud aura toujours la chance d'avoir un candidat par rapport au nord, puisque démographiquement, il est fait que, le sud est plus peuplé. Hein. Ça, c'est des données, ça ne se discute pas. L'objectif de la présidence tournante aura pour apaiser les diverses tensions électorales. Je pense que depuis 1992, on a assisté à ces tensions qui naissent autour de ces scrutins électoraux. La présidence tournante, elle permettra de cultiver la culture de l'alternance politique. On n'y est pas encore habitué. On pensait qu'après les élections de 91 ou 92, on pensait pouvoir aller vers les alternances, mais au final, oui, c'est une guerre qui est arrivée et il n'y a plus d'alternance. Et puis, effectivement, il faut instaurer une confiance durable congolaise. Je pense que la confiance, elle a été érodée, elle a été perdue. Alors, les préalables pour la refondation institutionnelle. Je pense que notre cher beau pays est tellement petit qu'il faut garder son caractère unitaire. La fonction présidentielle, elle sera limitée et donc honorifique. J'entends par honorifique, c'est-à-dire les pouvoirs dévolus actuellement au président de la République pourraient être diminués. Et le mandat qui habituellement est de 5 ans pourra passer à 4 ans non renouvelables, puisqu'il y a cette notion de... voilà, merci. Okay. Une réforme électorale. Bon, là c'est assez... ça sera un peu difficile que je vous explique comment je conçois cela, mais il faut qu'on crée des collèges électoraux qui seront déclinés comme suit. C'est-à-dire, j'entends par collège électoral non pas des nouvelles régions qu'on mettra en place, mais plutôt des instances où les élus des départements de la Likwala, de la Sangha, Cuvette, Cuvette-Ouest vont se retrouver. Vous allez comprendre pourquoi. Donc il y aura un grand collège au nord-ouest, un grand collège au centre, donc composé des élus des départements de la partie plateau centre, Poul et Bouanza Sud, et un dernier grand collège composé des élus des départements Bouanza, Nord, le Koumou, Niari et Kwili. Ça c'est vraiment à titre indicatif. Hein. Après, le travail dans les groupes de travail ce travail-là pourrait être modifié où on pourra tenir compte de pas mal de propositions. Ok. Alors, les 3 grands collèges seront composés de quoi? Seront composés, des conseillers de district, des conseillers départementaux et des conseillers municipaux. Je pense que c'est ça même le principe du collège, hein, c'est de mettre autour d'une instance les différents élus. Alors, le mode de scrutin de ces collèges électoraux seront effectivement établis en fonction des critères très sélectifs, puisque vous comprendrez qu'effectivement, de ce collège viendra ou découlera le futur président de la République, et je vous expliquerai comment. La taille de ces collèges sera fonction du poids démographique. Le premier collège que j'ai imaginé comme ça du nord-ouest, il fait à peu près, puisque j'ai vu la population du Congo de 2018, donc il fait à peu près 400 000 habitants.
alors que dans le collège centre et collège sud, on est à 1 million et quelques. Donc, ce qui rejoint effectivement cette idée où le sud est fortement peuplé par rapport au nord. Voilà. Donc cette taille, très rapidement. Non, pas encore. Tu peux revenir s'il te plaît? Il y a plein de choses, mais j'irai. Pardon? Allez très vite. D'accord. Ok, ouais. Bon, le scrutin sera la proportionnelle effectivement pour représenter toutes les sensibilités. Et comme je le disais, je me mets dans une disposition de transition. Donc pour moi, la transition, elle est nécessaire pour mettre en place toutes ces nouveautés. On peut passer à l'autre. Alors, donc, effectivement, si nous avons une transition, donc après débat et vote, le grand collège qui amorcera ce nouveau modèle, compte tenu de son poids démographique, pourrait être le grand collège du Nord-Ouest. Donc ce collège serait préfigurateur dans le modèle que je vous présente. Le principe, c'est quoi? C'est que, admettons qu'on prenne le grand collège du Nord. Donc, tous les conseillers qui font partie de ce collège vont en fait lancer un appel à candidature au poste du président de la République. Ce qui fait que, en fait, pour être candidat, il faudra des critères bien définis, et ces critères, bon, je ne les ai pas définis, mais les dispositifs constitutionnels le feront très bien. Alors, une fois qu'on aura dégagé la liste de ceux qui voudront se présenter au présidentiel, ces candidats doivent aller dans les départements de la partie nord-ouest pour recueillir les signatures auprès des élus. Bon, je n'ai pas été bien méchant, je n'ai pas mis 100 signatures, mais 20 signatures, c'est déjà pas mal. Ok. Et après cela, il y aura une sorte de primaire qui sera organisée, mais la primaire ne concernera que la partie nord-ouest, puisqu'on s'est dit que le grand collège qui fournira le président, c'est la partie nord-ouest. Donc, ce sont les populations des départements nord-ouest qui seront impactées par la primaire. Une fois qu'on fait cette primaire, on va retenir 3 candidats. Je ne veux pas 2 parce que 2, ça a toujours suscité un peu des tensions. Donc 3 candidats, ça laissera la chance aussi à certaines minorités d'y arriver. Voilà. Donc une fois qu'on aura les 3 candidats, ce sont ces 3 candidats qui seront soumis à l'élection présidentielle, mais cette fois-ci nationale. Donc tous les Congolais seront appelés aux urnes pour le scrutin, le scrutin national. Ok. Pour ce qui est des attributions du président de la République, donc comme je l'ai dit, elle est honorifique, ce qui fait que le président sera chargé de promulguer les lois, de veiller à leur constitutionnalité, il sera le chef du suprême des armées, mais bon là, ça pourrait être à revoir, hein, et il aura représenté le Congo à l'étranger. L'Assemblée nationale, et là je pense que je rejoins l'idée du prédécesseur qui est intervenu avant moi. La nouvelle représentation, elle va consister à quoi? On aura 50% des représentants des partis politiques, 30% des représentants de chaque collège électoral et 20% des individualités, sociétés civiles et autres. Voilà. Et une nouveauté encore, atténuation de l'immunité parlementaire. L'irresponsabilité, donc pour tout ce qui est en lien avec l'exercice du mandat, va demeurer, mais par contre, l'inviolabilité reconnue aux députés disparaîtra, ce qui fera qu'on n'aura pas des hommes forts qu'on ne peut pas toucher, même quand ils ont un mandat parlementaire. Donc le Premier ministre sera élu par ses pairs, mais très rapidement, il sera élu pour 5 ans et ne pourra être révoqué que par les députés au moyen d'une motion de déchéance. Voilà, il aura donc pour but de fixer les grandes orientations de la politique générale et on assumera la responsabilité devant le Parlement. Je vais passer. Ok, et une petite nouveauté que je propose, c'est cette fameuse institution qu'on appellerait, bon, après c'est que des suggestions, Autorité nationale de prévention et d'intégrité du service public. Donc cette institution aura pour but d'évaluer les politiques publiques, de lutter contre la corruption, et il faut bien un observatoire sur les inégalités dans l'administration publique. Voilà, et je terminerai par la création d'une fonction publique territoriale composée d'agents territoriaux et agents hospitaliers, ce qui va désengorger déjà aussi
la fonction publique d'État. Voilà.